Hey. Ah, je ne peux pas faire ce vlog. En même temps, je me dis ça peut être marrant. Alors, c'est un vlog consacré à une lecture du challenge du mois de la fantasy, mais je pense pas que tout le monde va pouvoir voir ce vlog parce que ça va être un vlog qui spoil. C'est surtout un kiff entre les fans de cette saga-là, du coup, de Jingwan Sefu. Ce vlog va être consacré à là où je me suis arrêtée dans publication en anglais. J'ai lu déjà toute la saga en traduction non officielle sur internet comme tout le monde, et là, comme c'est ressorti en anglais que j'adore cette saga, j'achète régulièrement tous les tomes qui sortent, j'en profite pour les relire, sauf que là, j'arrive à l'arc qui m'a traumatisée, c'est clair. Du coup dans le tome 4, ici normalement c'est dans le tome 3 mais là c'est le tome 4, la couverture hyper spicy et tout, ça laisse pas du tout douter de la tragédie qui se passe. Même je me rappelle à cette scène du baiser, c'était après, vous savez, la grosse révélation dans le Blackwater Arc, et j'étais en mode mais je suis pas dans le mood en fait de les voir make out comme ça, je suis en deuil. Dans ce tome du coup on a la suite, c'est la fin du Blackwater Arc avec tout ce qui se passe. C'est mon arc préféré parce que on suit mon duo préféré, le Beef Leaf pour les connaisseurs, Shi Qingxuan et Ming Yi. C'était mon duo, mon comfort duo en fait. C'était le duo qui m'apportait tellement du bien, ils étaient tellement chaleureux, j'aimais tellement leur dynamique de Grumpy Sunshine, vraiment ils étaient tellement purs, et ça me fait du mal de mettre tout ça au passé parce que voilà, avec le Blackwater Arc tout a basculé de la manière la plus imprévisible possible. Vraiment, quand il y avait la révélation qui est tombée, j'y croyais pas, et après j'ai sangloté mais tellement fort et vraiment tellement violemment. Bref, on va revivre tout ça. J'ai peur. Pourquoi En même temps, ce sera l'occasion de reparler des personnages, de reparler des dynamiques entre personnages. Alors moi, faut savoir que Jingwan Sefu, c'est pas que je m'en fous de la romance principale, elle est cute, elle est cool, elle m'a fait pleurer aussi, elle m'a émue, mais comparé aux autres relations en arrière-plan, pour moi c'est tellement rien parce que comme je me concentre énormément sur la famille, sur l'amitié, sur plus ce genre de thème que la romance en elle-même, je suis beaucoup plus impactée par ça, et du coup je pense que dans ce vlog je vais surtout parler des relations secondaires, des personnages secondaires. Je sais qu'il y a Chuan Yi-jun qui est dedans, il y a Pei Ming et tout, j'adore les personnages en arrière-plan, du coup j'ai trop hâte de faire ce vlog pour pouvoir en parler et voilà, pour pouvoir une nouvelle fois exprimer mon amour, du coup j'ai trop hâte. Voilà. Hey, on est le 5 mai, je n'ai pas encore commencé Jingwan Sefu, mais je voulais quand même prendre la caméra parce que hier je suis allée récupérer ma précommande qui date de décembre. Il ne s'agit pas de quelque chose lié directement à Jingwan Sefu, mais si vous avez lu Jingwan Sefu, il y a des chances que vous connaissez, voire que vous avez lu déjà cette saga de la même autrice. Il s'agit évidemment de Moda Suche, enfin il aurait pu s'agir de SVSSS, mais en toute honnêteté je n'aime pas cette saga, globalement parlant. J'ai bien aimé les 2 premiers tomes, les autres tomes la romance, non. Mais Moda Suche, alors j'ai pu le lire en intégralité en version non officielle quand c'était seulement sur internet. Je l'ai lu même avant Jingwan Sefu et j'avais tellement eu un coup de cœur pour Moda Suche que j'étais en mode mais quand je vais commencer Jingwan Sefu, ça va être un peu une déception, c'est sûr et certain, parce que ça peut pas égaler Moda Suche, et au final si, ça a même dépassé. Mais Moda Suche, ça reste un excellent souvenir. Là c'est le dernier tome en version spéciale édition je crois, du coup il y a des goodies dedans. Je n'ai pas acheté l'intégralité des tomes en anglais de Moda Suche parce que du coup j'ai déjà lu, et quand j'ai acheté le tome 1 et que j'ai commencé à le relire, je me suis rendu compte que ma relecture de Moda Suche ne m'intéressait pas autant, n'avait pas autant d'attrait qu'une relecture de Jingwan Sefu par exemple. Du coup voilà, c'est peut-être l'engouement qui s'est un peu atténué, mais je tenais quand même à acheter cette version du dernier tome parce que il y a des goodies, et en même temps les goodies me hype pas vraiment à 100% parce que je sais qu'ils seront centrés sur la romance principale. Alors la romance entre Wei Wuxian et Lan Wangji, je les aime bien. Vraiment pendant la saga, il y avait des moments qui me touchaient, qui m'attendrissaient, qui m'émouvaient. Il y a vraiment des scènes vraiment très très belles. Mais vers la fin, je trouvais que ça devenait un peu problématique, un peu surchargé. Notamment du côté de Lan Wangji qui est trop obsesse, qui est beaucoup trop envahissant envers Wei Wuxian. Enfin vraiment la phrase Everyday is everyday. Je sais il y a des gens qui aiment bien ou qui prennent ça sur le ton comique, mais moi quand je transpose ça dans la réalité, je suis en mode c'est méga oppressant mec. Arrête. Et même il y a des chapitres bonus, je les ai lus et ils sont incorporés également dans ce tome, de ce que je vois avec le résumé. Les chapitres bonus entre Wei Wuxian et Lan Wangji m'ont un peu gâché la romance également. C'est pas trop mon délire, voilà, avec ce qu'ils font par exemple avec l'épée de Lan Wangji. Voilà. Mais j'ose espérer que même si les goodies sont 99% autour de la romance avec, je sais pas, des posters mignons entre Wei Wuxian et Lan Wangji,
j'ose espérer qu'il y a quand même des petits goodies, ne serait-ce qu'un seul, sur les personnages secondaires, parce que les personnages secondaires c'est vraiment la raison principale de mon coup de cœur, de mon bouleversement avec Moda Tsushio, parce que je les adore. Bref, voilà, je voulais unboxer ça ensemble dans cette vidéo là. Voilà la couverture. Alors moi ce que j'adore c'est, déjà ils font des papouilles, c'est mignon, mais c'est la couleur, genre notamment de l'herbe, on dirait que ça a été colorié avec des crayons de couleur mais de manière vive, je sais pas du tout comment dire, mais c'est trop beau. Ah, on voit ou pas, je sais pas. Donc bref, c'est beau. Et ce que j'adore encore plus, c'est le dos. En gros, tu vois Jining qui va rejoindre Lan Sejue et Tingyi, et genre ça me fait vraiment, leur trio il est tellement pur et je suis trop contente pour Jining. Et en fait Jining c'est mon personnage préféré parce que il est trop adorable, il est arrogant, enfin en fait il veut faire ses preuves et tout, du coup il est un peu enfantin, il est beaucoup trop impulsif, mais il a cette vulnérabilité en lui et puis son passé, enfin tu vois, avec ses parents et tout, et sa relation avec Wei-Wuxian, avec Tian Chang, avec son oncle bourru, hyper problématique, mais je l'adore. Et surtout que Jining c'est un personnage qui est très solitaire parce que dans son propre clan il n'y a pas forcément d'amis de son âge, surtout qu'il occupe un rôle, une position vraiment très importante qui le distançait encore plus de ses pairs qui auraient pu avoir son âge et qui pourraient devenir ses potes. Mais là du coup il devient pote avec Sejue et Tingyi, et leur dynamique, vraiment ces disputes avec Tingyi, avec Sejue qui est un peu la maman, et Tingyi, genre si je devais trouver un équivalent de Tingyi, c'est ça en fait. Tingyi dans Jingwan Sefu pour moi c'est Beiming, pas dans le sens où c'est un man whore et tout, mais parce que c'est le personnage comique par excellence. Le mec il a pas de flashback, de passé hyper tragique, hyper bouleversant ou quoi, il est juste là pour te faire rire et c'est tellement rafraîchissant, et on a besoin de ça dans ces univers de brut que l'auteur, l'autrice de Moda Tsushio et Jingwan Sefu arrive à te construire, parce que c'est tellement tragique, tellement noir, tellement moralement complexe que t'as besoin de moins un de ce genre de personnage. Et dedans on a Tingyi et Beiming. Je veux un crossover où ils se rencontrent. Non peut-être pas, parce que Beiming c'est quand même une mauvaise influence, il a trop de remarques sexistes, je sais pas. Bon, je vais arrêter de repousser le unboxing et on commence. Ok. Alors, du coup ça c'est... Oh, en fait je savais qu'il y avait un carnet dedans, mais je savais pas à quoi ça ressemblait, et il a l'air vachement beau. Mais waouh, oh, c'est trop beau. Il est court, mais franchement, en vrai, je peux quand même marquer pas mal de choses. Il est magnifique. Ah, il est magnifique. Et du coup, à l'intérieur, t'as les lapins. Voilà. Dedans, il est gros, hein. Mais en même temps, il y a un chapitre bonus que je n'irai pas forcément. Si, j'irai peut-être un chapitre bonus parce qu'il y a entre Jining et Wei-Wuxian et je veux voir ça. Ok. Il y a les cartes. Oh, le marque-page, il est magnifique. Est-ce que j'ai un autre marque-page ou pas, parce que j'aime trop les marque-pages. Alors, je vais vous montrer... je vais vous montrer le truc qui me hype le moins, parce que voilà, j'aime pas trop le couple. Enfin, si, j'aime bien le couple. En vrai, je taille trop, mais c'est juste que la romance, c'est pas le genre qui me touche vraiment le plus parmi tous les autres genres de relations. Mais... j'ai dit ouais, les cartes postales, ça reprend les couvertures, et sur la couverture tu vois toujours que Wei-Wuxian et Lan Wangji, ce que je déplore parce que les autres relations, les autres personnages ils sont géniaux aussi. Mais j'ai vu un truc, alors je vais vous montrer dans l'ordre de celui que j'aime le moins à celui que j'aime le plus en quelque sorte. On va dire ça comme ça. Alors les deux les moins intéressants mais qui sont plutôt cool, hein. Alors il y a lui, c'est celui du premier tome. Voilà, en vrai il est cool. Il est cool. La composition elle est banale, mais c'est quand même la première rencontre, c'est iconique, voilà. Derrière, et derrière c'est trop mignon. Ils retranscrivent leur dynamique mais en lapin. Là c'est du dernier tome, il est vraiment beau en vrai, hein. Franchement, avec Wei-Wuxian, ouais, Lan Wangji il fait le mec, enfin, il fait le lapin du coup, il fait le grincheux en mode ouais, alors que là il est complètement enamourde. Là c'est de l'arc Yi City avec Xiao Xingqian, c'est l'arc qui m'a le plus foudroyé dans Moda Tsushio. C'est l'arc de bouleversement où j'étais en mode ok, Moda Tsushio c'est pas seulement une romance où tu peux t'éclater ou voilà tu peux passer juste un moment, non, ça te fait stresser, c'est tragique. L'autrice elle est un génie pour faire des trucs tragiques et j'adore la composition, c'est tout blanc, c'est d'un blanc tragique, destructeur, d'un blanc fataliste, tu sais, le destin auquel tu peux pas échapper. Et là il y a que Lan Wangji. Tant pis. Ensuite, celui-là.
quand ouais Bushen, oh putain mais je suis en train de spoil, non parce qu'en fait dès le début de Motatouche ça te dit déjà les plot twists des flashbacks et après tu rentres dans les flashbacks et t'as les plot twists, tu t'assistes aux plot twists, genre comment ils sont arrivés là, du coup c'est pas vraiment du spoil, mais quand du coup Wei Wuxian il ressuscite Wan Ning, j'ai été dévastée parce que ça pose beaucoup de problèmes moraux. Wei Wuxian il utilise pas Wan Ning comme un serviteur zombie, il l'utilise comme son ami, mais en même temps Wan Ning il est quand même asservi, il est obligé de tuer des gens alors que quand il était vivant, enfin c'était le bébé le plus pur ever, mais là après par la suite tu vois ça peut justifier vu comment elle arrive à évoluer, je sais pas, mais c'est trop beau, j'adore quand c'est sombre. Wei Wuxian en démonique cultivateur là, incroyable, et ouais, la antique en non, bref, et derrière c'est comme ça, c'est très mignon. Et le dernier, celui qui m'a fait gasp très fort, ça reprend un pan de l'histoire, donc ça je crois que c'est mon préféré, enfin celui qui m'a le plus bouleversé, beaucoup trop tragique. Je montre d'abord le dos, là c'est Wei Wuxian, voilà, il est très mignon, et là, alors ça c'est mignon hein, mais moi ce que j'adore c'est là, toute l'histoire autour de Yenli, autour de leur sœur du coup, avec Tian Chang, avec Tianling, c'est beaucoup trop tragique le fait que Tianling il a jamais pu connaître ses parents, qu'ils étaient formidables, il a jamais pu profiter de l'amour de ses parents, et t'as Tian Chang qui se pose en tuteur pour Tianling, qui essaie de le protéger au mieux mais qui sait pas trop comment faire parce qu'il est trop bourru, il est trop dur ou je sais pas quoi, et en même temps en vrai il est faible face à Tianling, tu vois, genre il lui cède beaucoup trop, il est beaucoup trop tonton gâteau en vrai, même si ça se voit pas, mais j'adore. Tout l'arc avec Yenli, sa relation avec Wei Wuxian, incroyable. J'ai parlé de Yenli dans une vidéo, mes personnages féminins préférés de fiction là. Voilà, je vous invite à voir. Je sais pas lequel je vais accrocher, de toute façon j'ai plus de place. C'est quoi ça? Ah, c'est un poster. Oh, en vrai il est beau hein. Ah j'adore, ouais vrai j'adore. Ouais d'accord, quand même. Je vous montre le marque-page, j'ai oublié. J'adore le style, ça fait peinture chinoise, traditionnelle. Il est vraiment très beau, hein. Vraiment, ils sont vraiment très très beaux. Ah, il y a un autre poster. Ouais, ça c'est un... Là, il n'y a plus de doute, hein. Si dans l'autre poster, tu peux être en mode ouais, ils sont vachement copains, tu vois. T'affiches ça, t'es en mode ouais, ils sont quand même super bons copains, ils testent des trucs ensemble. J'adore la couleur du ciel. Et les stickers, je ne regrette pas d'avoir payé les 26 €. Les stickers. Alors, on a la Noanti Wei Wuxian. En fait, ils sont trop mignons. Et ils sont trop mignons. On a Wei Wuxian. On a les petits lapins. On a la flûte et je sais plus comment ça s'appelle, Bichun, je sais plus, mais on a l'épée de la Noanti, mais quand t'as lu le chapitre spécial avec l'épée, tu ne le verras plus de la même façon, tu seras en mode RIP, voilà. On a Tianling, en vrai j'aurais voulu Suchui et Tianling aussi, mais il faut pas trop demander, hein, voilà, mais au moins on a Tianling, il est trop mignon, il est en mode tout grincheux, tout en mode ouais arrêtez de me sous-estimer là, je suis un grand garçon, mais oui mais je t'aime. Je ferai un marque-page où je les collerai ensemble avec Wan Ning évidemment, parce qu'ils ont un passif assez compliqué, hein. Wan Ning, il est trop mignon, il a un air trop pur, il a l'air tout paumé le pauvre. Oh putain comment il s'appelle déjà, le frère de Lan Monti, Motatouche Lan Shichun. Je suis très contente, c'est vraiment très beau. J'adore. Attends. En fait, vous savez, la carte, normalement, elle devait reprendre toute l'illustration du coup de la 4ème couverture également, mais ils ont coupé, ils ont pas mis les 3 enfants là, vous avez vu? Oh mais je vais jeter mais je suis pas contente. Bref, mais qu'est-ce que je voulais dire? Ils ont repris les illustrations je crois de la version russe de Motatouche, c'est pour ça qu'ils sont aussi belles. Bref, voilà, je vais vous quitter parce que ça dure déjà trop longtemps. Promis, quand on se reverra, on parlera de Qingwen Se Fu. Voilà, j'ai trop hâte. Bon les gars, on est le 8 mai, je n'ai toujours pas commencé Qingwen Se Fu, mais je vais le faire maintenant. Mais avant ça, il y avait un truc dont je devais m'occuper, c'est le système d'annotation. Pour vous montrer dans le tome précédent, j'annotais comme ça, je mettais des post-it transparents. Et je soulignais et parfois même, attention, j'écrivais, voilà, je suis fondue d'amour, il profite tellement. Alors, de quoi je parlais? Ah oui, c'était au banquier, festival mi-automne là, genre le truc des lanternes et tout, et au banquier, Ming-Yi, il faisait que manger. All by his lonesome, who was still working hard at eating.
Non bref. Et je pense que je vais reprendre juste les codes couleurs. Voilà, sauf que j'ai pas marqué quel code couleur j'utilisais, genre à quoi correspondaient les couleurs. Voilà, on s'en fiche. Est-ce que vous annotez vos lectures? Parce que genre j'ai regardé sur Instagram, il y a beaucoup de lecteurs, lectrices françaises qui ont les annotations en horreur. Pour eux, c'est une calamité de détruire entre guillemets le livre, genre de l'amocher en écrivant ou quoi. Moi j'adore. Virgin Sword, pourquoi j'écris ça? Oula. Oula. Sale goinfre, je l'aime. Mais c'est encore Mini. À chaque fois que Mini est en train de bouffer, je me fous de sa gueule. Mais c'est trop drôle. C'est un running gag, mais il est trop drôle. De toute façon, faut en profiter. Parce que dans cet homme-là, Mini, c'est pas la bouffe qui bouffe. On va pouvoir s'éclater ensemble. Je suis trop contente. Voilà. Et après, je vais pleurer. Mais vous n'êtes pas obligé de me regarder pleurer. Mais je vais pleurer. Voilà. Hey, on est le même jour. Et je vous retrouve en pyjama, mais on s'en fout. C'est pas grave. Tant pis. YOLO. Bref. J'ai commencé du coup le tome 4, enfin. J'en suis à la page 106. Et je voulais faire un update parce que j'ai déjà pas mal de choses à dire. Alors vraiment, ça me fait du bien de me replonger dans cet univers. Parce qu'en ce moment, j'ai l'impression d'être dans un état apathique quand je lis. Je ressens pas grand chose, je m'ennuie. Je sais pas si ça vient juste de moi ou si c'est à cause des livres. J'ai voulu me donner un gros boost émotionnel avec cette relecture. Et quoi de mieux que de lire l'arc qui m'a le plus traumatisée. Mais pour l'instant, ça va parce que le trauma, ça arrive vers les pages 260. Voilà, il me reste un peu de la marge. Mais le truc, c'est que ça se lit super vite. Après, j'avoue, j'appréhende un peu quand je vais souffrir. Enfin, quoique peut-être que je vais pas souffrir parce que comme je connais déjà d'avance ce qui va se passer, je peux me préparer psychologiquement. Mais pourquoi je suis dans le déni comme ça, je sais pas. Mais après, là, en ce moment, je suis dans le mood de pleurer. Rien de grave, hein, mais c'est juste que je suis en train de regarder One Piece et que One Piece, ça me fait ultra pleurer parce que c'est beaucoup trop magnifique. Et du coup, bah, autant profiter d'être dans le mood de pleurer pour aussi souffrir un peu plus. Pour vous resituer, on se situe dans l'arc Blackwater avec Shooting Swan qui a une malédiction qui le suit et du coup avec Minnie, Shellen et Roi-Chan qui s'en fout un peu mais il suit Shellen. Ils essaient un peu décortiquer tout ça. Franchement, à chaque fois que Shooting Swan et Minnie ils se parlaient, il y avait un truc entre eux. Je vous les trois noter, j'adore leur dynamique. Alors je sais pas de ceux qui les ship parce que j'aime pas quand les gens tournent toujours en romance dès qu'il y a deux personnages qui se rapprochent, qui sont proches, qui s'entendent bien ou quoi. Genre c'est bon, ils peuvent être amis et ça peut être tout aussi puissant, enfin la preuve, tu vois, genre canoniquement ils sont amis et ça reste bouleversant. Leur dynamique de Grumpy Sunshine, c'est tellement parfait, c'est tellement mais hilarant et tellement rafraîchissant. Vraiment, je me rappelle que bah, du coup quand je connaissais pas la vérité, j'aimais trop leur dynamique parce que c'était un baume à mon cœur. En fait, j'étais en mode quand je suis avec eux, il y a rien de grave qui peut se passer, il y a rien de mauvais, de triste qui peut se passer parce que c'est des rayons de soleil, parce qu'ils sont trop drôles et j'adore Shooting Swan, c'est un amour, enfin vraiment comment il est en mode ouais Minnie c'est mon meilleur ami et tout, enfin, c'est trop mignon. Et puis aussi dans les dynamiques amicales, vraiment le contraste entre Shellen, comment il est avec Shooting Swan et Minnie, comment elle est avec Shooting Swan. Genre Shellen, quand il voit que Shooting Swan, tu vois, genre je sais pas, il est un peu dans un bad mood ou quoi, genre Shellen il est hyper rassurant, il veut le réconforter, il trouve les bons mots, il est hyper doux, hyper gentil et tout, et à côté t'as Minnie qui est hyper rude, il est hyper trash, c'est trop drôle. Et en fait moi personnellement en amitié j'aimerais être comme Shellen, genre trouver les bons mots, être doux, être patient et tout, mais en mon fort intérieur je suis comme Minnie en fait, je me soucie des gens mais je suis rude dans mes démonstrations, ou je suis trop froide ou quoi, j'arrive pas et c'est trop maladroit. Et voilà, c'est pour ça que j'adore Minnie. Par exemple au début ils entrent dans le temple et ils voient que les statues de Shooting Swan et de son frère ont été bafouées. Du coup t'as Shooting Swan qui se sent un peu mal et tout, et t'as Shellen qui essaye de rassurer en mode oui enfin tant qu'il y a des gens qui te vénèrent, il y a aussi des gens qui te détestent, enfin c'est normal, t'inquiète pas, faut t'y faire, enfin voilà, et essaye de ne pas avoir peur parce que sinon la créature qui te maudit, qui est en train de te hanter, là il va se nourrir de tes mauvais sentiments. Et après t'as Minnie qui est en mode bah ça va ou pas, et si ça va pas bah dégage en fait, genre pars de là. C'est tout. Mais Minnie me fait trop rire et j'en profite parce que on va plus bientôt le revoir. D'ailleurs en parlant de Minnie, mais regardez ces illustrations de lui, il est là et là, et quand genre tu sais c'est quand t'as Roi-Chan
qui me frappe au point de l'enterrer parce que il peut pas frapper Shooting Swan parce que Shooting Swan est dans le corps de Shelen. Et du coup en voyant ces illustrations où Mimi se fait martyriser psychologiquement, physiquement, je me dis c'est un peu normal qu'il soit aussi vengeur en fait. En fait il est en train d'accumuler tous ces ressentiments là. C'est normal qu'il explose dans pas longtemps. Et en fait cette saga c'est une saga hyper intéressante à relire parce que tu vois énormément de foreshadowing que tu peux lier avec tous les autres plot twists et tout, et c'est hyper satisfaisant. Ou alors c'est moi parfois qui overthink, qui surinterprète ou quoi, mais parfois je pense pas. Je me dis il y a moyen que l'auteur, l'autrice elle a pensé au truc. Enfin, par exemple, j'ai relevé plein de foreshadowing. À un moment, ils sont en train d'assister à un cortège où tout le monde se fait massacrer, où c'est hyper violent et tout. Et Shelen il dit que quand une personne se fait violemment poignarder à mort, pendant un moment en fait tu ressens de l'extasie quand tu te fais poignarder. En plus le fait, enfin l'envie de massacrer des gens c'est quelque chose d'inné chez l'humain. Je me dis est-ce que Shelen en pensant ça, du coup il se projette lui-même dedans parce qu'il a vécu dans son passé, dans la deuxième partie de son passé. Vous voyez de quelle scène je parle. Il y a plein de trucs comme ça où quand tu connais l'histoire, genre tu peux pas t'empêcher de faire le lien et de te dire qu'est-ce que Shelen pense à ce moment-là. Et en vrai c'est assez poignant. Et dans la foule, un moment, Shooting Swan il entend quelqu'un qui dit ta famille la plus proche, ton meilleur ami, ils vont tous mourir dans une mort disgracieuse à cause de toi. Tu sais, tu pourrais te dire, ouais, c'est juste des mots comme ça, genre une menace. Mais quand tu connais la suite, t'es en mode... ok. Non mais moi c'est vraiment genre ton meilleur ami. En fait c'est pire que la mort. Enfin c'est pire. C'est plus innovant, c'est plus original que juste une mort. Vraiment l'autrice elle est géniale en termes de sadisme. Enfin je sais pas comment elle fait. Peut-être que je vois un peu trop loin parce que c'est une scène qui est liée, que les gens lient à la romance entre Hwa Chang et Shelen. C'est quand t'as Shooting Swan qui demande à Hwa Chang c'est quoi qui te fait le plus souffrir, qui t'a fait le plus souffrir dans la vie. Et du coup t'as Hwa Chang qui dit une célèbre réplique, c'est de voir ton bien-aimé être ridiculisé, être écrasé devant tes propres yeux et être incapable de l'aider parce que tu comprends que tu n'es rien, que tu peux rien faire. J'ai pensé à Shooting Swan qui plus tard il va voir son grand frère se faire tuer devant ses yeux et que lui il peut rien faire. Le fait que Hwa Chang dise ça, réponde ça à Shooting Swan, évidemment c'est ce que Hwa Chang a vécu comme on le sait, mais voilà j'ai vu ça aussi comme un foreshadowing pour ce que Shooting Swan il va aussi ressentir lui-même et c'est horrible. Après t'as Mingi qui demande à Shelen c'est quoi ton plus grand regret dans ta vie, et le fait que Mingi il parle de regret, qu'il demande à Shelen son regret, du coup Mingi c'est Roshuen, et Roshuen j'imagine que il regrette peut-être de s'être lancé dans cette vengeance en apprenant à connaître Shooting Swan. J'imagine pour moi qu'il a développé une réelle affection vers lui et qu'il sait que sur le chemin qui est inévitablement une chute pour leur relation, genre il va détruire Shooting Swan, mais voilà il est obligé en fait, et il est engagé dans ce chemin là. Le fait qu'il demande le regret de Shelen, peut-être que c'est parce que lui aussi il est en train de ressentir un certain regret. Est-ce que je pousse ce truc un peu trop loin peut-être, mais pour moi non, enfin je sais pas, j'adore les histoires d'amitié surtout quand c'est ainsi. Et en dernier foreshadowing que j'ai marqué, Shelen il répond à la question mon plus grand regret c'est ma deuxième ascension. Attention scénario à l'Inception. Là je suis en train de monter l'extrait que vous venez de regarder il y a 3 secondes, waouh juste dinguissime, mais bref. Et qu'est-ce que je voulais dire, mais en fait en m'écoutant raconter que le regret de Shelen, le plus grand regret de Shelen c'est sa deuxième ascension, quand tu connais la vérité sur sa deuxième ascension, le fait que sa deuxième ascension a été en quelque sorte, j'imagine, je crois, provoquée par le sacrifice de Hwa Chang, il me semble que c'est ça, hein. Shelen il a pas pu supporter le fait de monter au ciel, d'avoir cette ascension grâce au sacrifice de quelqu'un, et du coup après il est redescendu, il se sentait pas méritant. Mais quand tu mets ça en parallèle avec Shu Wudou qui lui justement il a écrasé, il a sacrifié le destin de quelqu'un, d'un inconnu même, pour permettre l'ascension de Shooting Swan, le parallèle, le contraste, incroyable. Du coup l'évocation de cette deuxième ascension c'est un foreshadowing évidemment pour Shelen, mais peut-être aussi pour ce qui va s'en suivre sur les révélations autour de l'ascension de Shooting Swan, comme quoi c'était pas naturel, comme quoi c'était pas destiné à être comme ça, et que c'est Shu Wudou qui a écrasé le destin de quelqu'un pour le lui voler et l'accorder à Shooting Swan. Voilà, je sais pas si vous voyez où je veux venir, mais incroyable. Genre, oui, je pars peut-être un peu trop loin, mais ça marche, et ce parallèle,
waouh. J'adore, j'allais dire j'adore One Piece. Je ramène toi à One Piece. J'adore Chingwan Sofu. Parce que c'est complexe, parce que c'est riche, parce que tu vois toujours plusieurs personnages de diverses facettes, de divers camps, de diverses opinions, de diverses actions, de diverses nuances de moralité, c'est génial. Et l'histoire autour de sa deuxième ascension, elle est incroyable. C'est l'un des moments les plus puissants. Je crois que c'est mon moment préféré entre Hwa-Chang et Shie-Helene, parce que je m'attendais pas à une telle révélation, le fait que... Ah, bah c'est grâce à Hwa-Chang quoi, Shie-Helene il est monté au ciel je crois. En fait je m'en rappelle plus trop. En vrai je m'en rappelle plus trop de l'histoire. Mais j'ai des flashbacks en tête. Et je me rappelle que j'étais bouleversée. Et je me rappelle qu'après Shie-Helene il est directement redescendu sur Terre. Parce que bah il peut pas accepter ça en fait. Enfin, bref, c'était incroyable. T'as Shie-Helene qui soupçonne Ming-Yi d'être l'esprit qui est en train de menacer Shi Qingxuan. Et du coup il teste Ming-Yi, mais Ming-Yi réussit le test. Et du coup il prouve que ce n'est pas lui le coupable. Et je me rappelle du coup que là au début j'étais un peu en mode suspicieuse vis-à-vis de Ming-Yi. Mais comme il avait réussi le test, je me suis vraiment attachée à leur dynamique, à leur amitié. Parce que j'ai fait entièrement confiance. J'étais en mode ok Ming-Yi, on te soupçonne plus, t'es pas coupable. Voilà, je peux me fier à ton amitié, à tes sentiments envers Shi Qingxuan. Et après, il te trahit, il est ok, d'accord. Et vraiment, c'est du génie. L'auteur, je pense que elle se disait bien qu'on allait soupçonner Ming-Yi et du coup, elle a fait en sorte qu'on écarte Ming-Yi de nos suspicions. Et en fait, alors que c'est... Mais franchement, c'est du génie, c'est génial. T'avais des moments choupinés entre Shie-Helene et Hwa-Chang et j'arrivais pas à profiter parce que j'étais inquiète pour Shi Qingxuan. Tu sais, t'as Shi Qingxuan qui se fait enlever par Shobudu, littéralement, parce qu'il voulait pas aller avec son grand frère. Et du coup, c'était hyper inquiétant. J'étais angoissée pour Shi Qingxuan, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il se méfie autant de son grand frère? Et t'as Hwa-Chang qui est en mode, bah, Shie-Helene, je te conseille de pas t'en occuper. Et du coup, après, t'as Shie-Helene et Hwa-Chang qui font des travaux, enfin voilà, ils aident un peu les paysans. Et j'arrivais pas à profiter du truc, je m'en foutais vraiment, j'étais en mode mais Shi Qingxuan. Et du coup je sais que j'en ai voulu un peu à Hwa-Chang parce que il empêchait, enfin c'est même pas qu'il empêchait mais il dissuadait Shie-Helene d'aller aider Shi Qingxuan parce que bah Hwa-Chang il connaît toute la vérité et il veut pas mettre en danger Shie-Helene, ce que je peux comprendre. Mais moi comme je suis du côté de Shi Qingxuan, je suis trop attachée à lui, bah j'en voulais un peu à Hwa-Chang. Mais ce que j'aimais avec Hwa-Chang c'est que il impose pas sa volonté envers Shie-Helene, tu vois, genre il lui recommande de faire quelque chose, voilà, il lui conseille quelque chose pour sa sécurité, mais si Shie-Helene veut faire l'inverse, Hwa-Chang il va pas l'empêcher. Et c'est ça qui est cool avec Hwa-Chang, c'est que vraiment il laisse sa liberté à Shie-Helene et qu'il va pas empiéter sur ses décisions et sur ses actions. Mais voilà, j'étais en mode mais Hwa-Chang laisse Shie-Helene aider Shi Qingxuan. Et puis aussi en fait le fait que Hwa-Chang il soit là juste parce qu'il y a Shie-Helene, tu vois, et qu'il soit juste concentré sur la sécurité de Shie-Helene, moi c'est un truc qui me pénalise parce que j'aime pas quand un personnage a un développement qui tourne autour d'un autre personnage, encore moins romantiquement parlant. C'est un truc qui me gonfle et c'est un truc qui m'intéresse pas. Du coup voilà, c'est mon point faible avec Hwa-Chang, mais Hwa-Chang c'est un personnage charismatique qui est super cool et tout, mais c'est pour ça qu'il n'est pas dans mes préférés. Et bref voilà, et ça m'a fait rire aussi que du coup t'as Shie-Helene qui remonte au ciel pour essayer d'aller rendre visite à Shi Qingxuan et qu'il voit qu'il y a un grabuge et qu'après t'as Lin-Wen qui lui dit ah c'est parce que t'as Mu-Ching et Fang-Xin qui sont en train de se battre et qu'ils ont détruit mutuellement leur palais. Voilà, rien de plus normal que ça. Mais ils font trop rire et j'ai trop hâte de les retrouver. Voilà, j'ai trop hâte de retrouver le trio là avec Shie-Helene, Mu-Ching et Fang-Xin parce que je les adore. Ça fait du bien en fait de filmer ce vlog parce que j'ai essayé de filmer 2 vlogs lecture avant, ça a pas du tout marché parce que j'avais pas grand chose à dire, j'étais pas motivée. Mais là, j'aime bien tourner ce vlog parce que je m'éclate. Même si ce sera pas tout le monde qui va pouvoir voir ce vlog parce qu'il y a que des fans de Chingwan Sofu qui pourront aller le voir. Mais j'aime trop. Bon voilà. Hey, on est le lendemain du coup le 9 mai et j'ai avancé dans le tome. Je suis à la page 156. J'ai pas mal de choses à en tirer. C'est surtout pour fangirler parce qu'il y a des éléments que j'aime trop. Il y aura pas trop d'analyse poussée ou quoi parce qu'en vrai pour l'instant c'est léger. Il se passe juste des trucs marrants et ça me rappelle pourquoi je suis éclatée d'abord dans cet arc parce que juste il y a des trucs iconiques. Déjà l'amitié entre Shie-Helene et Shi Qingxuan. T'as Shie-Helene qui va aller rendre visite à Shi Qingxuan parce que il peut pas le laisser comme ça, il est en mode bah je suis un peu trop inquiet parce que voilà la façon dont on s'est guidé c'était un peu abrupt, c'était bizarre. Il va le voir dans son palais et il voit Shi Qingxuan qui est attaché à son lit. Après que Shobudu il soit parti, il voit Ming-Yi qui sort du lit. Je me rappelle ce moment là, j'ai été trop hypée, je suis en mode ok Ming-Yi tu vas le sauver parce que là à ce moment là j'étais en mode Shobudu c'est le méchant, Ming-Yi c'est un bon, voilà il est grincheux, il est rude et tout mais c'est un vrai ami et du coup il va sauver Shi Qingxuan. T'as Shie-Helene qui va aussi aider
et Shu Tingxuan à s'enfuir. Et t'as Ming-Yi qui lui dit vous êtes pas obligé de faire tout ça, et Shen qui dit bah Shu Tingxuan il a toujours été là pour moi, il m'a aidé, du coup bah je vais lui rendre l'appareil. Et Ming-Yi qui précise que Shu Tingxuan il est quelqu'un de généreux, mais c'est rare qu'on l'aide en retour. Le fait que voilà Shelen, enfin il prend au sérieux son amitié avec Shu Tingxuan, tu vois, et qu'il soit pas passif. J'étais en mode mais merci Shelen d'être là pour Shu Tingxuan. Ensuite t'as ma scène préférée. Ils sont en train de s'enfuir dans les tunnels là. J'adore le build-up jusqu'à la rencontre avec Chun Li-jeon parce qu'ils sont en mode ok en haut là dans le palais, enfin dans la chambre il y a quelqu'un, je sens une présence, mais en même temps ça bouge pas. Quoi, enfin il y a quelqu'un en train de dormir, enfin, c'est pas possible, genre, un dieu qui est en train de dormir en pleine journée alors qu'un dieu n'a même pas besoin de dormir. Enfin, ils étaient mais c'est bizarre ça. Et en fait il voit Chun Li-jeon, j'adore la description parce qu'il est en train de dormir mais en étoile. Je l'ai un peu dessiné, c'est très dégueulasse mais il est un peu comme ça. Il se réveille et il regarde, il est clairement confus et on le répète plusieurs fois, il saisit pas trop la situation, il est totalement paumé. Et pour les gens qui ont lu la suite, vous savez que, bah normalement vous êtes là, vous avez lu la suite parce que sinon je vous ai vachement spoilé. On sait que par la suite Chun Li-jeon il se retrouve souvent dans ce genre de situation où il est totalement paumé. Mais ça l'empêche pas d'agir, il va tenter un truc pour le meilleur ou pour le pire. Là honnêtement c'est pour le meilleur. Mais voilà j'adore parce que du coup il sait même pas. Imagine tu te réveilles et tu vois des gens qui sortent d'un trou de ta chambre. Il est comme ça, il est d'accord. Et après t'as Pei-Ming. Mais Pei-Ming à chaque fois qu'on le mentionne, mais j'arrive pas à le prendre au sérieux et je pense qu'il y a personne qui peut le prendre au sérieux. Il essaie de rattraper Shu Tingxuan. Il demande à Chun Li-jeon essaie de le rattraper et tout, et Chun Li-jeon genre il se réveille et il fait quoi? Il prend son lit et l'image part de la main. Le mignon, l'adorable, mon bébé, mon enfant, et il jette, mais c'est incroyable. Merci d'avoir consacré une illustration pleine pour cette scène qui est ma scène préférée. Vraiment c'est la scène où j'ai adopté Chun Li-jeon, la scène qui m'a fait mourir de rire, je me rappelle. Le retournement de situation, et je pense que c'est parce que bah du coup lui non plus il supporte pas Pei-Ming, mais aussi je pense que c'est parce qu'il se rappelle que au banquet t'as Shelen qui l'a défendu en quelque sorte parce que le groupe de théâtre était en train de rejouer la scène tragique, dramatique entre Chun Li-jeon et Yinyu. Chun Li-jeon il est juste tellement chaotique à chaque fois qu'il est là. Il se passe un truc, c'est pour ça que je crois que c'est mon deuxième personnage préféré, parce que il est juste chaotique. Après il y a d'autres scènes iconiques avec Chun Li-jeon, genre vous savez dans le temple de Shelen et tout, c'est juste phénoménal. Pour continuer à parler de Pei-Ming, t'as Shu Tingxuan, Ming-Yi et Shelen qui vont se cacher sur le territoire de la Queen, Yushurang, la déesse de la pluie. Elle, personnage non problématique, personnage iconique, personnage hyper rafraîchissant, personnage hyper important, secondaire, mais légendaire. T'as Hua Chang, ah oui il est apparu, d'accord, bon je m'en fous un peu, mais Hua Chang qui apparaît et qui est en mode Pei-Ming il osera pas venir ici sur le territoire de Yushurang parce que voilà leur passif évidemment, enfin leur passif. Ah j'adore, enfin bref en fait j'adore la dynamique entre Pei-Ming et Yushurang. Le fait que Pei-Ming c'est un putain de sexiste, macho, et à côté t'as Yushurang qui est super pure, qui est féministe mais pas de façon forcée, hyper naturelle, et qu'elle va remettre en place Pei-Ming, elle va écraser son ego de sexiste mais d'une façon mais tellement satisfaisante, et elle sans s'en rendre compte en plus. Et Pei-Ming qui est humilié, mais Pei-Ming il va quand même arriver sur le territoire. T'as les paysans du territoire de Yushurang qui bully Pei-Ming. Pei-Ming, le grand dieu qui se fait bully par des paysans. Vous voyez post-it orange là, c'est pour les personnages, et du coup j'en ai mis plein d'un coup pour Pei-Ming parce qu'il fait des trucs, c'est trop drôle. Un peu plus loin, ils vont aller sur le bateau pour aller voir Xue Wudu. Ils se retrouvent dans là où Xue Wudu il est en train de faire son examen et il y a des éclairs, et les éclairs touchent seulement les gens qui font une démonstration de grand pouvoir ou quoi. Shelen il a pas vraiment de grand pouvoir, Hua Chang il peut agir sans, il y a que Pei-Ming qui utilise son pouvoir, et du coup l'éclair le vise seulement lui, et je suis en mode il se fait même bully par le ciel lui-même en fait. C'est vraiment le bouc émissaire et j'adore parce qu'il mérite que ça. Et plus loin, du coup ils vont aller sauver des pêcheurs. Ça dit que même au milieu du danger et tout, Pei-Ming il arrive encore à aller séduire des filles, genre il en profite pour aller réconforter des filles, il les prend dans ses bras, il les réconforte et tout, il les séduit. Ça me fait trop rire parce que les réactions, t'as Shelen qui trouve ça marrant, et Shu Tingxuan et Ming-Yi il veut même plus le regarder, et je suis en mode mais je suis pareil, en fait je trouve ça à la fois marrant et je peux
pas regarder Pei-Ming. Pei-Ming c'est juste une diva aussi, genre du coup il utilise l'eau pour remettre en arrière ses cheveux pour se recoiffer et tout. Et il le refait plusieurs fois et c'est un diva en toutes circonstances. Et il me fatigue et en vrai je l'adore, il me fait trop rire. On a les révélations sur Shu Wudou, Shi Qingxuan, Re-Xuan. On a les révélations sur ce que Shu Wudou il a fait. Ce qu'il a fait c'est immoral. Tu comprends pourquoi Re-Xuan il est aussi vengeur. Mais je peux pas, je comprends totalement Shu Wudou. Voire je pense que à sa place, si j'avais eu cette chance là, j'aurais peut-être fait la même chose. Je sais pas si entre mon sens moral et mon amour pour mon petit frère, ma petite sœur, lequel aurait été le plus fort, je sais pas. Parce que Shu Wudou il a fait ça pour protéger Shi Qingxuan. Je sais qu'il y a beaucoup de gens du coup qui détestent Shu Wudou, qui pensent que c'est lui le coupable, enfin c'est lui le gros connard. Et oui, objectivement c'est lui le coupable, mais ça veut pas forcément dire que c'est quelqu'un de mauvais puisqu'il a fait ça pour une bonne intention et surtout pour son petit frère quoi. Du coup je sais pas, c'est des questions morales comme ça qui parsèment Jin Won-soo et que j'adore. Et du coup t'as Shen qui devine peu à peu la vérité par lui-même et il dit du coup Re-Xuan c'est sûrement lui qui est l'esprit maintenant qui te hante Shi Qingxuan parce qu'il a réussi à dévorer l'esprit. Il nourrit des ressentiments infinis envers toi Shi Qingxuan et ton frère. Il veut pas te tuer toi Shi Qingxuan d'un coup comme ça, il veut jouer avec toi comme un chat avec sa souris. Et après t'as Minnie qui demande qu'est-ce que tu vas faire toi Shi Qingxuan. En vrai la question elle a l'air innocente, mais quand tu sais que Minnie Re-Xuan, Minnie là il a dû se dire oh merde en fait le crush de Roachan il est quand même vachement intelligent, il est quand même vachement malin. Mais ça me rend vraiment amère en fait cette situation. J'ai presque de la peine pour lui quoi. Enfin mais bon après c'est toi qui t'es engagé dans cette vengeance, ce qui est en vrai compréhensible aussi parce qu'à sa place je voudrais aussi me venger. En fait tu comprends tous les personnages, enfin pas tout, je sais pas mais ils sont relatable mais d'un point de vue moralement gris quoi, c'est génial. Je lis la révélation et je reviendrai dessus plus tard, mais juste voilà c'est le switch. On peut plus faire comme si tout allait bien, comme si Minnie était Minnie et qu'il était meilleur ami avec Shi Qingxuan et que c'est une dynamique Grand Peace Sunshine trop pure, trop attendrissante, trop rafraîchissante, trop précieuse. Minnie et Shi Qingxuan c'est vraiment l'incarnation pure de l'amitié NXT dans toute sa splendeur, leur histoire et je commence déjà à avoir les larmes aux yeux rien qu'avec la révélation. Mais en plus la mise en scène, je m'en rappelle, elle m'a fait tellement flipper parce que du coup t'as Shelen et Roachang qui connaissent la vérité mais au début on savait pas trop c'était quoi la vérité parce que Shelen est en mode ok d'accord j'ai compris mais comme il le dit pas explicitement tu comprends pas et du coup il va rejoindre Shi Qingxuan dans son corps et il y a Minnie et du coup t'es rassurée, t'es en mode oh ok il y a Minnie, Shi Qingxuan n'est plus en danger et petit à petit ça va crescendo en fait. Et je le redévelopperai plus tard mais c'est effroyable, la mise en scène est effroyable, c'est réussi et je me rappelle que j'étais dans le déni, j'étais non, pas possible, Minnie, non, c'est mon bro. Non mais ça me saoule en plus hier, j'ai regardé un épisode de One Piece et c'était l'un des pires épisodes de One Piece en matière d'émotion parce que c'était dévastateur, c'était la mort d'un certain personnage et... c'était la mort d'un personnage et le personnage a un peu un lien avec la mer. Et là on se situe dans l'arc Blackwater, la mer, l'eau, Re-Xuan. Je vais pas partir à la mer ces vacances. Je veux pas envie. Bon allez, let's go. Je suis paumée. J'ai survécu à la tragédie. Du coup je suis contente, c'est-à-dire que je peux survivre à tout. Ah merde non, il y a encore le passé de chez... Après t'as Roachang qui embrasse Shiden et ils font une séance de make-out mais hyper intense et tout, enfin pour échanger j'allais dire du fluide, mais c'est quoi déjà le pouvoir, je sais plus quoi là. Je me rappelle qu'à l'époque j'étais énervée, j'étais pas dans le mood, j'étais en pleurs, j'étais détruite, bref. Mais par contre là, 2 pages plus tard, il y a Chuan-Yi-Chun qui est là. Et je pensais pas qu'il arrivait aussitôt. Voilà, je suis prête à mourir d'amour parce que Shelen et Chuan-Yi-Chun, bref, j'en reparlerai. Je les adore, bref. Voilà, je suis trop contente. Il y a Chuan-Yi-Chun. Chuan-Yi-Chun qui est arrivé au temple et déjà, il y a des moments déjà épiques avec lui, vraiment. Je pense que, bref, je pense rien du tout, j'ai juste profité du moment. Genre j'étais en mode une scène romantique entre Shen et Roachang juste après une telle tragédie avec le Blackwater, avec les révélations, avec la mort de Shu Wudou, avec Shi Qingxuan qui, voilà, qui est complètement détruit. Ça arrive trop vite, je suis pas dans le mood, je suis dans le mood de rien, à part de pleurer, laissez-moi tranquille. Mais par contre, si c'est Chuan-Yi-Chun qui arrive,
franchement je peux faire un effort pour un peu voilà me calmer et profiter de l'instant. Lui aussi il a une backstory assez tragique, mais pour l'instant c'est juste l'enfant qui est violent, qui est agressif, qui tabasse même ses propres worshippers là, et j'adore. Merci d'être là, c'est lui qui va me réconforter et par sa pureté, et je suis trop contente. Oui, je fais du favoritisme, c'est comme ça. Hey, on est le lendemain du coup, le 10 mai, et j'ai... Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas. J'ai voulu faire pitié un peu, mais ça ne marche pas et je me suis fait mal en plus. J'ai fini le tome 4. Je vais revenir sur les personnages. Alors déjà, Pei Ming, il se fait bully, mais il se fait bully vraiment partout. Il se fait bully par les éléments, il se fait bully par Yu Huang, par les paysans, il se fait bully par Shi Qingxuan, et là, par exemple, à un moment il se fait bully par Hua Chang qui le reprend et c'est trop marrant. Ensuite à Shu Wudu qui l'envoie fabriquer des cercueils de ses propres mains parce qu'il peut pas utiliser ses pouvoirs, et au final, genre on abandonne Pei Ming à cette tâche et à la fin on n'a même pas besoin des cercueils, et genre du coup Pei Ming il avait construit tout ça pour rien, et en plus c'est horrible parce qu'il se passait des trucs horribles et lui il était là avec ses cercueils en mode bon voilà. Vraiment le mec totalement abandonné de tous, et même à un moment chez Hélène en mode mais en fait j'ai un peu de la peine pour Pei Ming à ce moment là. Il se fait aussi bully par Chuan Yijun comme on l'avait vu dans la chambre de Chuan Yijun, mais aussi à un moment du coup t'as Chuan Yijun qui lui dit à Pei Ming oui quand on nous a demandé s'il y avait des gens pour venir t'aider, bizarrement il n'y a plus personne qui a été disponible. Voilà, vrai, ça m'a fait rire. Mais ce que j'aime bien avec Pei Ming, c'est que tu sens que c'est quelqu'un de bon quand même. Voilà, il a fait des trucs pas ouf, mais j'aime bien comment son humanité, comment ses qualités sont démontrées ici, parce que par exemple tu vois qu'il se soucie de Shi Qingxuan, même si Shi Qingxuan lui crache constamment dessus. Pei Ming il est aussi comme un grand frère pour Shi Qingxuan, parce que comme c'est le meilleur ami de Shu Wudu. Après aussi ce qui est arrivé à Shu Wudu, bah j'ai quand même beaucoup de peine pour Pei Ming parce qu'il perd un de ses meilleurs amis quoi. Et puis il est trop drôle, genre tu vois à quel point il aime trop les gossips entre Hua Chang et Shi Hélène. Il est en train de les épier en mode Pour parler de Shu Wudu, c'est pas un de mes personnages préférés, mais ce que j'adore avec lui c'est que il a l'air très fier, il est décrit comme arrogant, comme condescendant et tout, mais il n'hésite pas à remettre en question ses convictions en quelque sorte. Par exemple avec Shi Hélène, genre il va plus le prendre de haut quand il voit que Shi Hélène aide Shi Qingxuan et tout, tu vois, il va genre le voir comme son égal, et c'est ça que j'aime bien avec Shu Wudu. Aussi bah, le fait qu'il est prêt à tout pour son petit frère, même si ce qu'il a fait c'est horrible, mais par la suite tu vois, tu sens qu'il est prêt vraiment à se mettre en danger, à se sacrifier même pour Shi Qingxuan. Tu sais quand Rechuan il leur pose le dilemme, soit on switch le destin de Shi Qingxuan avec un destin merdique, soit bah Shi Qingxuan doit tuer Shu Wudu. T'as Shu Wudu qui essaie de dire à Shi Qingxuan bah vas-y tue-moi en fait, et Shi Qingxuan qui n'y arrive pas, et du coup t'as Shu Wudu qui commence à provoquer Shi Qingxuan et Rechuan en étranglant Shi Qingxuan en mode bah ok bah je vais mourir et toi aussi tu vas mourir. Il voulait juste provoquer Rechuan, il savait que ça allait provoquer Rechuan, soit parce qu'il s'est dit bah ça va aller à l'encontre des règles qu'a imposé Rechuan, genre de garder Shi Qingxuan en vie dans les deux cas, soit il sait en fait, il perçoit que Rechuan il a développé une vraie affection envers Shi Qingxuan et que dans tous les cas c'est pour ça qu'il veut pas que Shi Qingxuan meure, ou alors le fait de lui priver de la mort en fait c'est justement sa punition, parce que bah, Rechuan il est bien placé pour voir que quand t'es en vie, dans certaines circonstances, ça peut être pire, ça peut être plus douloureuse que de mourir quoi, et du coup peut-être que c'est ça, mais je sais pas, pour moi Rechuan il s'est pris d'affection pour Shi Qingxuan, c'est pour ça qu'il veut laisser Shi Qingxuan une seconde chance pour vivre. En parlant du coup de Rechuan et en parlant du Biflif en général, Rechuan il était sur le point de tuer Shu Wudu, et t'as Shi Qingxuan qui commence à le supplier de pas le faire, et t'as Rechuan qui se tourne vers Shi Qingxuan et ça dit que pendant un moment éphémère c'est comme s'il venait de se rappeler de quelque chose, et du coup il se calme et il se stoppe. Et après il reprend en mode ouais en fait t'es en train de supplier à mauvaise personne, ok, mais durant ce petit laps de temps c'est comme s'il reprenait ses esprits et qu'il se ressouvenait de tout ce qu'il a partagé avec Shi Qingxuan, et peut-être qu'il a eu un élan de pitié ou d'empathie, et en mode ok, peut-être que je pourrais ne pas aller jusque là, peut-être que je peux refaire ma chaîne arrière, mais après il se réveille en mode non c'est pas possible, enfin, pour montrer que tout ce qu'il a enduré, sa vengeance est plus forte et plus importante que son amitié envers Shi Qingxuan. C'est juste tellement poignant, en plus on dessine la scène, hein, enfin bref.
Merci, j'avais pigé, hein, pas besoin de l'illustrer. Pour faire un peu machine arrière, du coup quand t'as la tension qui monte et que t'as Shielen qui cohabite avec l'âme de Shu Tingxuan dans le corps de Shu Tingxuan et qui veut essayer de prévenir Shu Tingxuan que Mingyi c'est pas Mingyi, que bref voilà c'est lui coupable. T'as la tension à ce moment-là qui monte et c'était tellement bien fait parce qu'en fait t'as des petits dialogues, si tu les prends hors contexte en te basant sur le fait que Mingyi et Shu Tingxuan sont best friend et tout, tu te dis ok c'est cool, c'est juste Mingyi qui essaie de réconforter Shu Tingxuan, mais en fait quand tu te rapproches de la vérité t'es en mode ah mais en fait ces phrases là ça résonne avec toutes les autres parties où il y avait des foreshadowing où on pouvait les interpréter d'une façon différente si tu connaissais la vérité. Par exemple, quand t'as Shu Tingxuan qui dit d'une voix tremblante j'ai peur et que Mingyi pendant un moment il est calme puis il dit c'est trop tôt pour avoir peur. Ça peut être comme s'il essaie de réconforter Shu Tingxuan en mode un peu maladroit en mode non mais t'inquiète après c'est pire mais pour l'instant calme-toi quoi. Mais non c'est juste qu'il sait ce qui va se passer par la suite. Quand Shu Tingxuan dit j'ai envie de mourir et que Mingyi il répond ah tu peux rêver. Vraiment ces deux passages ils font froid dans le dos parce que tu sens il y a une insinuation nouvelle que tu décortiques à mesure que tu te rapproches de la vérité mais t'es pas encore totalement proche de la vérité mais tu sens qu'il y a un truc qui se passe, un truc vraiment noir, un truc qui va te retourner, qui va retourner toute l'histoire et après du coup tu repenses à tous les indices d'avant, ton putain mais est-ce que ça, à ce moment-là ça voulait dire ça aussi, enfin bref c'est... La tension, elle est incroyable. Moi je m'accroche au fait que Roshuan il a vraiment développé une affection sincère avec Shu Tingxuan. Et puis aussi il y a le moment où il dit à Shu Tingxuan du coup tu vas rester en vie mais ne te montre plus jamais devant moi et en retour je vais prétendre que tu n'as jamais existé. Roshuan qui affirme à Shu Tingxuan ouais on se reverra plus jamais, je veux plus rien avoir à faire avec toi. Est-ce que vous avez lu la fin? Si vous avez lu la fin, et ben vous pouvez écouter ce clip, mais la fin, quand il réapparaît sous la forme de Roi Chang, même en fait de base, moi j'avais même pas compris que c'était pas Roi Chang, je suis trop bête, j'avais pas vu les guillemets là qui montraient, non c'est pas Roi Chang, c'est quelqu'un qui est habillé dans l'art de se déguiser. Bref, du coup quand il se cosplay en Roi Chang et qu'il vient en aide à Shu Tingxuan avec son éventail, il a pris le temps de réparer l'éventail de Shu Tingxuan. J'ai envie de pleurer, c'est ça qui est encore plus amer, c'est que c'est une preuve qu'il se soucie encore de Shu Tingxuan et que je pense que même après que Shu Tingxuan il soit redevenu un humain, un mortel, je pense que Roshuan il a gardé un œil sur lui parce que il veille sur lui en quelque sorte, je sais pas trop, alors qu'il est en train de prétendre ouais je veux plus rien avoir à faire avec toi. C'est tellement complexe, tu sais qu'ils pourront pas redevenir amis, c'est trop hard ce qui s'est passé entre eux, mais tu sens qu'il y a encore cette affection l'un envers l'autre et c'est horrible. Les amitiés, mais c'est trop underrated. Les gens ils font plein de romances hyper inksy et tout, mais les amitiés avec ce genre de potentiel, c'est juste phénoménal. C'est juste mind-blowing, c'est juste bouleversant et waouh, juste waouh. J'imagine, enfin t'es à la place de Shu Tingxuan, ton meilleur ami, surtout que Shu Tingxuan il est décrit comme quelqu'un qui est très généreux, qui sympathise avec beaucoup de gens, mais on lui renvoie très rarement l'appareil, ça veut rien dire je crois. Et du coup le fait d'avoir Mingyi par exemple, qui est toujours à ses côtés, qui le supporte, et tu te rends compte que il t'a trahi et que c'est lui qui te bousille la vie, qui te hante. Et puis aussi je me mets à la place de Roshuan, enfin vraiment, en fait, s'il s'était pas accroché à cette vengeance et qu'il avait noué des liens avec Shu Tingxuan de manière sincère, il aurait pu poursuivre sur cette voie et quitter tous ses ressentiments et tout, mais c'est vrai que c'est difficile en fait. C'est quasiment improbable parce qu'il faut une force d'esprit incroyable pour être prêt à pardonner et ne pas se dire que ouais en fait j'ai souffert alors que eux ils ont une vie de rêve. Ensuite, pour parler de Shielen et Roi Chang, alors je vais d'abord citer les points positifs. À un moment, t'as Shielen et Roi Chang qui sont noyés ou je sais pas quoi. Quand ils remontent à la surface, Shielen il voit que Roi Chang il n'est pas encore réveillé. Du coup, Shielen lui fait du bouche à bouche. Roi Chang il se réveille à ce moment-là. Shielen il a super honte parce qu'il se dit attends, je suis en train de faire du bouche à bouche à un mort, alors que je sais pas, un mort n'a pas besoin d'oxygène pour respirer, enfin pour vivre. Il a de plus en plus honte et Roi Chang il voit ça et du coup il le rassure, il joue le jeu en mode ah oui franchement j'avais de l'eau dans la gorge et tout, c'est désagréable, j'avais besoin, voilà. En gros c'était utile pour pas le mettre dans l'embarras et franchement ça c'était trop mignon. Puis aussi la El Famoso réplique quand t'as Shielen qui dit à
à Hwa Chang que pour lui la personne qui est au sommet de sa gloire c'est lui, mais également la personne qui a sombré c'est également lui, la même personne, et ce qui est le plus important c'est toi-même et pas ton état. Et ça c'est hyper important. Si tu t'attaches à une seule facette d'une personne, t'es pas attaché entièrement à la personne, parce qu'une fois que la personne par exemple elle subit des difficultés ou elle dévoile d'autres facettes d'elle-même, des défauts, des facettes beaucoup moins reluisantes, en quelque sorte beaucoup plus difficiles à gérer avec, et que c'est à ce moment là tu l'abandonnes, c'est à dire que votre lien en fait n'est pas assez puissant, n'est pas authentique. Faut accepter que la personne elle soit un tout et que tu peux pas la limiter à une attitude, à un trait de personnalité. Et bref, voilà, du coup je trouve ça hyper, c'était hyper résonnant. Ensuite, t'as la scène du baiser, voilà. Alors je me rappelle que cette scène-là, elle arrive assez tôt après la disparition de Chun Chun, après la mort de Shou Woo, enfin après toute la tragédie. Et je me rappelle que pendant ma première lecture, quand il y avait cette scène-là, où ils s'embrassent partout dans le temps, enfin c'est vraiment très hot. Je m'en foutais, j'étais tellement pas dans le mood, j'étais en deuil, limite je leur en voulais. Du coup j'avais skippé cette scène. Déjà de base j'aime pas la romance, quand tu me pointes un truc comme ça, même si c'est Cheyenne et Hwa Chang du coup qui sont des personnages vraiment sympathiques, tu me pointes ça quand je suis encore moins dans le mood, quand je suis au plus bas, quand j'ai subi une trahison, vraiment faut pas croire que je vais réussir à adhérer. Mais là du coup comme j'ai pris du recul, je l'ai lu et en vrai c'est bof pour moi, enfin la scène elle est cool mais elle est bof, enfin vraiment j'étais indifférente, voilà c'est pas mon truc. J'aimerais parler de Hwa Chang, alors voilà, si vous aimez Hwa Chang, c'est cool pour vous, je comprends, voilà, on aimerait tous avoir un Hwa Chang dans notre vie en vrai. Peut-être pas moi parce que il y a un truc qui me gêne et là en ce moment, enfin dans la deuxième partie, je vais dire, je ne l'ai pas aimé, il m'a vraiment énervé. C'est des trucs, genre personne ne relève quand il parle de Hwa Chang. Après Hwa Chang il est décrit comme super parfait alors que pour moi il est pas du tout parfait. En fait si justement c'est sa perfection qui le rend moins attachant pour moi. À un moment il fait une métaphore pour expliquer pourquoi il tient à son poème préféré, voilà. Et il dit quand j'aime quelque chose, bah mon cœur n'a pas d'autre place pour autre chose, je vais tout le temps le chérir. En parlant du poème évidemment il parle en fait aussi de Shelen parce que pendant 800 ans il a toujours aimé Shelen. Et moi j'ai écrit quoi? J'ai écrit un truc en mode ok c'est cool d'être dévoué comme ça, mais ce serait bien aussi que tu t'intéresses à d'autres choses parce que comme j'ai dit j'aime pas quand le développement d'un personnage tourne autour d'une seule chose, c'est pas riche pour moi. Et même genre une personne dont la vie tournerait que autour de moi, je trouve pas ça attrayant, en fait je trouverais ça étouffant. C'est ça que je reproche à Hwa Chang, c'est qu'il aurait pu tellement développer d'autres liens avec les autres, ça l'aurait tellement enrichi, ça aurait développé son humanité et tout. Là c'est cool parce que tu le vois, genre il aide des paysans et tout, c'est cool, mais c'est toujours en arrière-plan, tu le vois pas vraiment. Et quand tu parles de Hwa Chang, c'est toujours lié à Shelen. Ce que j'aime pas non plus dans la deuxième partie, c'est que par exemple il est très hostile même envers les gens qui sont gentils avec Shelen, genre Chuan Yi-jeon du coup quand il vient squatter la baraque de Shelen, Hwa Chang il fait preuve d'une espèce de jalousie bizarre. En fait il y a des fans qui étaient en mode ouais mais Hwa Chang en fait il aime pas seulement les gens qui ne respectent pas Shelen, mais sinon les autres, avec les autres il est respectueux. Mais je suis pas d'accord parce que avec Shi Qingxuan il aurait pu développer une amitié parce que Shi Qingxuan il est super cool, il est super gentil avec Shelen, il est pur, il est adorable, voilà. Hwa Chang il est toujours froid avec lui tu vois, ou à la limite indifférent, mais en vrai il aurait pu être gentil, faire un effort. Là avec Chuan Yi-jeon il donne des putains de barres en or à Shelen. Et il est super gentil avec Shelen, il est prêt à le défendre et tout. Et Hwa Chang, il le traite mais de manière tellement jalouse. Et même, j'ai pas du tout aimé le fait qu'il ait pris la place de Lang Ying. Lang Ying, je l'adore. Je sais que voilà, par la suite, il y a une vérité qui fait que Hwa Chang, il avait raison de se méfier de Lang Ying. Mais pour moi, Lang Ying, c'est un enfant, il est paumé. Il aurait pu vraiment... si on l'avait donné un bon environnement, si on s'était bien occupé de lui, il aurait pu rebondir sur, je sais pas, c'est une espèce de vengeance, je sais plus trop les détails, et il aurait pu vraiment fonder une famille avec Shelen, enfin fonder une famille en tant que lui son enfant et Shelen sa maman. Lang Ying, tu le vois être développé, tu le vois être mis en avant, et je me rappelle, au début j'étais trop contente de le voir un peu plus plutôt qu'un poteau dans le décor, et en fait après t'apprends que c'est Hwa Chang depuis le début et j'étais...
Ok, va te faire foutre. Hwa-Chang, en plus, il y a le délire comme quoi il y a un nouveau démon, grand démon suprême qui va naître et tout. T'as pas autre chose à foutre plutôt que de passer ton temps avec Shelen, tu vois. Genre, tu vois même pas Hwa-Chang dans son rôle de guideur. T'as Shelen qui demande à Hwa-Chang, ouais, du coup, Lang Ling, il est où? Et Hwa-Chang qui est juste en mode évasif, en mode, ouais, j'ai mis dans mon royaume là. Et Shelen est en mode, bah, si c'est Hwa-Chang qui le dit, je lui fais confiance, voilà, parce qu'il est gentil. Alors que Hwa-Chang, il a toujours montré quand même de l'hostilité envers Lang Ling. Et même Shelen, il aurait pu se dire peut-être que Lang Ling, il est pas à l'aise dans un environnement qu'il connaît pas, dans le royaume des morts, ça peut lui rappeler de mauvais souvenirs. Non, Shelen, il est hyper passif en mode ah d'accord, ok. Je sais pas, je trouvais que c'était mal abordé. Et en plus, je crois par la suite, on voit même plus Lang Ling à part quand t'as les révélations sur lui là. Je sais pas, j'étais mis. D'accord, enfin en fait tu te débarrasses de lui comme ça. Lang Ling il avait tellement de potentiel, en plus c'était mon enfant, j'étais trop dégoûtée et c'était tellement pris à la légère comme si c'était un ressort comique alors que pour moi non, enfin bref, pour faire retomber un peu la tension parce que j'ai l'impression que je suis un peu agressive là, genre il y a un petit foreshadowing qui m'a fait rire, c'était juste avant que Hwa-Chang se jette sur Shelen pour l'embrasser, pour voilà. Sur la table de calligraphie, sans exprès ils ont renversé des pots d'encre et sur le mot pic, the peak, genre le sommet, le pic d'une montagne. Précisément là, c'est taché de taches d'un rouge vif. Et je suis en mode, ok, c'est easy, c'est forcément un foreshadowing pour la tension sexuelle, pour l'érection, je sais pas, tu sais, le pic et tout. Enfin bref, voilà, ça m'a fait rire, j'étais... Ok, d'accord. Je voulais aussi aborder la question de l'hypocrisie des cieux parce que bah du coup par exemple t'as le drama avec Shou Wudu, t'as le drama avec Ling Wen qui est coupable, enfin ils sont tous coupables. Et il y a deux passages qui m'ont fait tiquer. Par exemple ça dit que pour les funérailles de Shou Wudu, il y avait très peu de gens qui ont assisté. Alors que, je sais pas, c'était quand même un grand dieu. Pareil pour Shi Qingxuan, il a disparu. Il sympathise avec tout le monde, mais bizarrement, quand il a disparu, il n'y a pas grand monde qui est venu se préoccuper de lui, se soucier de lui, demander voilà, de ses nouvelles, enfin voilà, ils ont tous disparu et c'est tellement hypocrite, ça me débecte. Ils sont en train d'assister à une réunion et t'as des officiers qui remarquent l'absence de Xuan Yizhen et lui reprochent en quelque sorte de pas respecter en quelque sorte son devoir administratif, je sais pas trop, et en fait genre j'ai trouvé intéressant ce contraste entre les officiers qui eux ils respectent leurs tâches administratives, ils remplissent leur rôle d'officier mais de manière professionnelle, mais humainement parlant, ils manquent d'engagement. Ils se préoccupent pas des autres dieux. Quand Shien vient demander de l'aide, ils sont en mode « Ah, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, je suis occupée, je dois nettoyer mes toilettes. » T'as ça, et à côté, t'as Xuan Yizhen qui, lui, il s'en fout totalement des trucs administratifs. Il fait la grasse matinée, il fait la grasse après-midi, il va aller tabasser ses worshippers et tout. Mais quand, par exemple, il y a un Shien qui a besoin d'aide, bah, il est là pour l'aider, même de manière maladroite. Et d'ailleurs, il y a des gens aussi qui disent que Xuan Yizhen, genre, il est trop égoïste. T'as des officiers qui sont en mode « Ouais, on peut jamais compter sur Xuan Yizhen, il nous aide jamais ou je sais pas quoi. » Et je suis en mode, bah, en fait, Xuan Yizhen, il aide seulement les gens qui le traitent bien, en fait, qui l'estiment, qui l'ont aidé, enfin tu vois, des gens gentils. Il va pas faire le lèche-bot des officiers qui le traitent comme de la merde, comme un gamin, un toutou, et qui sont hyper hypocrites. C'était assez intéressant de voir les contrastes comme ça, et se dire, c'est qui du coup qui mérite le mieux d'être appelé Dieu, genre ce genre d'officier ou Xuan Yizhen, parce qu'en fait dans les deux camps, ils ont leurs défauts. Pour parler de Xuan Yizhen, franchement il m'a fait du bien parce que il m'a permis de pas trop m'appesantir sur l'arc Blackwater. Le fait qu'il donne ces barres en or là à Shilin parce que il en a trop, mais vraiment en fait Xuan Yizhen je l'adore, en fait juste je l'adore, il est trop mignon avec Shilin, le fait qu'on dirait qu'il forme une petite famille, lui c'est petit frère, Shilin c'est la maman, même si on dirait que c'est Xuan Yizhen le sugar daddy de Shilin parce qu'il donne trop d'argent, et genre Shilin qui doit lui prévenir, oui arrête de mettre n'importe quoi dans ta bouche, arrête d'essayer les vêtements alors qu'ils peuvent être mortels ou je sais pas quoi, bref c'est trop mignon. Aussi on mentionne brièvement son passé avec Inu, et on dépeint Inu sous un très mauvais jour parce qu'on connaît pas encore toute la vérité, mais quand tu connais vraiment la psychologie de Inu, ouais, ça brise le cœur, et vraiment leur relation elle est géniale pour moi. Le contraste, le parallèle, tous les enjeux, tout le symbolisme, les sentiments, l'amertume de leur relation,
l'humanité, la psychologie tellement réaliste qui transparaît dans leur relation, c'est juste tellement fort et ça m'avait détruit et vraiment ému, j'ai trop hâte de le voir. Et pour en finir en beauté, il y avait une petite scène avec le trio du coup, Shailene, Muqin et Fangshin, vraiment une toute petite scène, mais en gros du coup ils sont à la réunion, Shailene il pose une question comme ça, en mode un peu en mode songeur, et il entend Fangshin qui lui répond. Shailene il sent que la présence de Fangshin ça lui fait instantanément du bien en fait, ça le réconforte instantanément. Et genre, ça me fait trop craquer, genre, ça me fait trop craquer. Et après, il se rend compte que Fangshin, il a un cocard, il a un gros œil noir. Et après, il regarde Muqin et il voit que Muqin aussi, son visage est enflé ou quoi. Et je crois que ces gars, on peut pas les laisser ensemble 2 secondes. Enfin, vraiment, moi, j'imagine trop la scène où t'as Shailene qui arrive, il le retrouve, mais ils sont blessés parce qu'ils se sont marave la gueule. Et genre... Je trouve ça épique, vraiment je les adore, j'adore. Et juste ça m'a fait fondre d'amour pour plusieurs raisons parce que je les adore et j'adore dynamique. Bilan, j'ai bien aimé ce tome, il y avait pas mal de choses, c'est juste que la relation entre Hwa-Chang et Shailene en vrai, j'avoue voilà, je suis pas prise en plein dedans, mais quand ça parlait de Shu Qingxuan, quand ça parlait de Chuan Yi-jeon et tout, franchement j'adorais parce que ça développe vraiment de plus en plus les personnages que j'adore. Shu Qingxuan là du coup il a disparu, du coup on va le mettre de côté, et je me rappelle j'étais trop angoissée, j'étais en mode non il est pas mort, c'est pas possible. C'est horrible. Mais il y a aussi d'autres personnages, Chuan Yi-jeon, Pei Ming aussi qui est développé, et plus tard Inu. Personnellement je me suis éclatée pour faire ce vlog, je suis trop contente de pouvoir parler de vive voix mon amour pour ces personnages là, de mon amour pour certaines scènes ou ma haine pour certaines scènes. J'espère que ça vous a plu, j'espère que en tant que fan voilà vous avez partagé mon engouement, mon enthousiasme, et voilà n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel personnage vous aimez, quel personnage vous détestez, quel arc vous aimez, voilà tout en fait, genre j'aime trop discuter de cette saga là, c'est tellement riche. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère vous retrouver bientôt pour d'autres vlogs ou d'autres vidéos en général avec des lectures aussi passionnantes et aussi exaltantes en personnages, en émotions, en réflexion. Merci encore et à bientôt peut-être, je sais pas. J'espère. Salut!